Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser les logiciels Gauss View et Gaussian afin de lancer des calculs en chimie théorique. Ce tutoriel n'a rien d'exhaustif et je suis sûr que vous avez d'autres moyens d'utiliser les logiciels. Il est fait pour des personnes qui veulent commencer à s'y mettre et qui veulent commencer à utiliser ces logiciels. Les molécules sujets de ce tutoriel seront les deux stéréoisomères de la bipyridine, à savoir le 2,2'6-bipyridine et le 2,2'-trans-bipyridine. Nous allons, au cours de cette vidéo, faire les optimisations de géométrie de ces deux molécules, vérifier la stabilité de cette optimisation par un calcul de fréquence, puis faire des calculs single point sur les deux structures optimisées pour voir lequel de ces deux isomères est le plus stable. Pour commencer, fabriquez les molécules avec votre logiciel préféré et enregistrez-les au fichier .mol. Une fois que c'est fait, ouvrez Gauss View et faites-y glisser un des deux fichiers. La molécule s'ouvre et vous pouvez la faire tourner, la faire bouger et la faire zoomer au moyen des 3 clics de la souris. Pour lancer un calcul, allez dans l'onglet Calculate, puis Gaussian Calculation Setup. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Nous allons paramétrer chaque onglet un à un, puis nous regarderons le fichier input qui sera créé. Le premier onglet permet de définir le but du calcul. Par défaut, le calcul est un single point, mais on peut voir dans l'onglet qu'il y a d'autres types de calculs, optimisation, fréquence, optimisation plus fréquence, ainsi que d'autres calculs plus complexes que je ne traiterai pas ici dans cette vidéo. Afin d'étudier les énergies des isomères, nous avons besoin en premier lieu d'en optimiser la structure. On choisit donc l'option Optimisation dans l'onglet. On devra ensuite faire un calcul de fréquence. L'option Opt plus Frec permet de faire les deux dans le même job. Mais je vous déconseille de l'utiliser car il consomme beaucoup de mémoire. Ce que nous allons plutôt faire, c'est ajouter un calcul de fréquence en link 1 du calcul d'optimisation pour éviter les problèmes de mémoire. L'onglet suivant permet de définir la méthode de calcul. Ici, les molécules sont petites et nous pouvons donc directement passer en DFT hybride. Dans le cas de molécules plus complexes, il est recommandé d'effectuer une première optimisation à plus bas niveau. J'utilise souvent le niveau semi-empirique, puis la fonctionnelle PM6 pour ce genre de calcul. Ici, pour choisir la fonctionnelle B3lib que nous allons utiliser pour ces calculs, nous allons dans DFT et nous choisissons B3lib qui est par défaut. On choisit ensuite la base dans les onglets, ici la base STO3G pour l'exemple. Si c'est une base complexe, comme on verra plus tard dans la vidéo, on peut choisir l'option Gen qui impliquera de rajouter les données de base dans l'onglet Additional Input. La charge et le spin peuvent être définis dessous. Charge et spin. L'onglet suivant sert à écrire le titre du calcul qui sera affiché. En général, je construis mes titres de la manière suivante. Le nom de la molécule, 6BP, la fonctionnelle utilisée, la base utilisée et le type de calcul. À cette étape-là, généralement, je copie le titre que j'ai utilisé parce que je vais utiliser dans l'onglet suivant cette ligne de commande qui m'évite d'avoir à la réécrire. L'onglet suivant, ici, définit la section Link 0 du calcul. On y choisit le nombre de processeurs, ici, que je vais définir à 2 par exemple. On y définit la mémoire allouée par processeur, que je définis par exemple à 150 MHz. Et enfin, le nom du fichier checkpoint, ici, que j'ai tendance à nommer de la même manière que le titre du calcul pour ne pas m'y perdre.
C'est pour ça que je l'ai copié à l'onglet précédent. On peut soit définir un chemin jusqu'au checkpoint, sinon par défaut, il ira dans le dossier Scratch sur votre ordinateur. J'ai tendance à décocher les chemins complets quand je sais que ça va directement dans le dossier Scratch. L'onglet Général permet de définir les détails du calcul, comme le type de coordonnées utilisé par celui-ci. Par défaut, Goshen écrit également la connectivité, ici. Mais en DFT, on n'en a pas besoin et ça alourdit le fichier input, donc je le décoche. C'est aussi ici que je peux demander à lire les coordonnées d'un ancien calcul. Ici, il me demande si je veux lire des données sur le checkpoint file. Je lui réponds non parce que je n'ai pas de checkpoint file, mais il est possible de lui dire de regarder les coordonnées, ou alors même le titre, la charge, la multiplicité de spin et les coordonnées. Les onglets Guess et Pop ici ne nous intéressent pas. Si on souhaite définir un modèle de solvatation, on peut le faire dans l'onglet Solvation. Ici, on peut définir le modèle par défaut, ainsi que le solvant qu'on veut utiliser. S'il y a d'autres solvants que l'on veut utiliser, on clique sur Read Additional Input, puis on ira modifier dans le Additional Input. Nous n'en avons pas besoin ici. Enfin, on arrive à l'onglet Additional Input, qui permet d'ajouter des inputs additionnels. Nous souhaitons que Goshen effectue un calcul de fréquence juste après l'optimisation, puisque la tâche du calcul de fréquence ne peut pas être faite en parallèle de l'optimisation. On a tout intérêt à la mettre dans le même input. Pour cela, je saute quelques lignes, puis j'écris --link1, qui va permettre à Goshen de lire qu'il y a un nouveau input dans le même fichier texte, et qu'il doit le faire juste après avoir fini le premier. Je lui définis ensuite où est l'ancien checkpoint, qui est dans le Scratch, et comme j'ai gardé dans mon CTRL-V le nom du fichier, je ne m'embête pas, je le recopie. J'oublie pas de mettre le .chk, et j'ai bien marqué Old Checkpoint sur le devant ici, pour dire qu'on est en train d'utiliser un ancien checkpoint et qu'il ne doit rien écrire dessus. Puis, je définis le nombre de processeurs. Nous avions mis 2, je vais garder 2. La mémoire allouée, nous avons mis 150 mégamots, je laisse 150 mégamots. Puis, le nouveau checkpoint, que j'appelle de la même manière, juste avec frec. Ici, le fait d'utiliser le link1 fait qu'on redéfinit de la mémoire et redéfinit des processeurs, ce qui fait qu'on n'a pas de perte de mémoire comme on peut avoir quand on utilise opt plus frec. Puis on définit la section route en commençant en mettant dièse, puis frec pour dire que l'on veut faire un calcul de fréquence. On donne la base, la fonctionnelle, pardon, la base. Ensuite, on lui met le mot-clé geom égale check, qui fait qu'il va aller regarder les coordonnées des atomes dans le fichier old checkpoint, ici. Puis, pour faciliter le calcul de fréquence, j'ajoute guess equals read. De cette manière, il ira récupérer les données SCF du calcul précédent et donc faciliter le calcul. Je remets un titre. Mon titre sera celui-ci. Puis, je redéfinis la charge et le spin, et je saute quelques lignes, histoire d'être certain de ce que je suis en train de faire. Le dernier onglet permet de regarder l'input que l'on vient de créer. On y voit les différentes sections qu'on y a écrites. Il y a bien la première partie du calcul avec le nombre de processeurs, la mémoire, c'est un calcul d'optimisation puisqu'il y a marqué opt, le titre, la charge et le spin, puis les coordonnées atomiques. Puis notre additional input, link1, avec le old checkpoint, le nombre de processeurs, etc., frec, geom égale check, guess equals read, et enfin des lignes sautées en dessous pour être certain que le calcul va bien se lancer et qu'il ne va pas bugger. On vérifie qu'on n'a rien oublié, puis on clique sur Submit pour enregistrer le fichier input au format GJF. On clique sur Save, moi je l'enregistre sur le bureau.
Le fichier input, il s'appelle comme ça, sauf que dans l'un et dans l'autre, on a l'optimisation, puis un link one pour le frect. C'est comme ça que je le nomme. On enregistre. Il nous dit ici qu'on a bien deux calculs. Job numéro 1, optimisation. Job numéro 2, frequency. Je clique sur OK, puis il va me proposer de lancer le calcul tout de suite. Je ne vous conseille pas de lancer directement le calcul à partir de Gauss View, mais d'attendre d'avoir tous vos inputs avant de créer un batch et de tout lancer en même temps. Par défaut, je clique tout le temps sur non, puis la fenêtre se ferme. On peut fermer ici, et c'est bon, on a notre fichier input juste là. On peut le regarder avec un logiciel de traitement de texte, et on voit qu'il est exactement comme on l'avait défini au début. Maintenant qu'on a tout fait avec la première molécule, on peut recommencer avec la deuxième. Pour éviter d'avoir re-rentré toutes les données, on va utiliser le même fichier input et modifier les coordonnées d'atomes et les titres pour qu'il n'y ait que ça qui change. Puisque, en effet, ce qui nous intéresse ici, c'est bien tout ça de la même manière, juste à la place de 6, on a trans à chaque fois, et modifier les coordonnées d'atomes pour que les azotes soient en trans pour le fichier initial. Pour cela, je copie-colle ce fichier-là, j'utilise le fichier copie, et je ne m'embête pas, je modifie juste le trans. Avec Notepad++, je remplace tous les 6 par trans. Et une fois que c'est fait, je le laisse ouvert, et dans Gauss View, je vais y mettre la transbipyridine, le fichier d'entrée. Ici, je peux aller directement dans Gaussian Calculation Setup, puis dans le fichier input à la fin, et plutôt que de tout remodifier, je copie-colle juste les coordonnées d'atomes ici, qui m'intéressent, dans le Notepad++. J'enregistre et je quitte, puis nos deux fichiers input sont créés. On peut maintenant passer au lancement du calcul. On commence par ouvrir Gaussian, puis on va dans Utilities, Edit Batch List. On ajoute les fichiers un à un avec le bouton Add. Et je lui demande de mettre le output sur le bureau aussi. Puis j'ajoute mon deuxième calcul, le fichier trans, ouvrir, que je veux aussi se mettre sur le bureau. Les fichiers checkpoint, eux, se mettront dans le dossier Scratch, et quand on lui demandera d'aller lire des fichiers checkpoint comme on a demandé dans les link one, il ira les lire dans le dossier Scratch. Je sors du batch control et je vois ici qu'on en a 1 sur 2. J'appuie sur le bouton Play pour lancer le calcul. Donc, lorsque le calcul est fini, Gaussian indique Processing Complete, puis on peut lire ici la fin du output qui donne la fameuse citation qu'il y a à chaque fin de output, puis le temps de calcul qu'il a mis pour le calcul qu'il a fait. On peut accéder au fichier output. On peut fermer ici Gaussian, et les fichiers output sont juste ici. Pour lire un fichier output avec Gauss View, il suffit de le glisser dans le logiciel. Pour cela, on prend par exemple le fichier trans. Il nous propose de lire 2 outputs différents parce qu'on avait une section link one ici. On sélectionne frequency, puis on regarde dans l'onglet Results, Vibrations. S'il n'y a pas de fréquence négative, comme on peut voir ici, la première fréquence est positive, on considère que la molécule est à un minimum local. En bas de l'onglet Vibrations, il y a un bouton Spectra qui nous permet de regarder le spectre infrarouge calculé
de la bipyridine. On vérifie que les deux calculs sont finis, puis on fait le calcul single point. Comme tout à l'heure, on ouvre à partir du fichier output, ici, l'onglet Gaussian Calculation Setups qui est dans Calculate. Puis, on définit le calcul. C'est un calcul d'énergie, single point. Pour la méthode, nous avons conservé B3Leap, et même si ça n'a pas grand intérêt pour ce genre de molécules, je vais vous montrer comment on implémente des multibases. Dans base, j'utilise l'option Gen, et nous irons modifier dans Additional Input les bases que l'on veut utiliser. Pour le titre, je lui dis que c'est un calcul single point. Je lui mets ici que ce calcul c'est single point et que l'ancien checkpoint c'est frec. Je vais utiliser ça de manière à ce qu'il récupère les données du calcul dans le calcul de fréquence précédent et donc qu'on ait les données le plus rapidement possible. Dans General, je lui dis soit Molecule Specification, soit je lui dis non. Et il va ici, à ce moment-là directement prendre les données ici. Ça ne change rien au niveau de ça. Ça permet juste d'éviter que s'il y a eu un problème dans l'écriture du output, quand on met no à la place de Molecule Specification, ça permet d'éviter qu'il n'arrive pas à lire les données. Guess, on garde read checkpoint file, puisqu'on veut qu'il aille chercher les données dedans. Pop, on n'en a pas besoin. Solvation, on n'en a pas besoin. Maintenant, additional input. Ici, c'est important, quand on change les bases, de ne pas rajouter de lignes supplémentaires avant de taper les bases, puisque Gaussian lit exactement une ligne après la fin des coordonnées atomiques, les bases. Et si on a mis plus d'une ligne pour commencer à écrire les bases, il n'arrivera pas à les lire. Même si ça n'a pas d'intérêt, je vais mettre, on n'a qu'à dire, la base STO3G pour les atomes C et H. J'écris donc CH, puis le chiffre 0, pour dire qu'on a fini la liste d'atomes. Je lui dis que la base, c'est STO3G. Qui est le nouveau titre, les molécules specification, puis les bases que l'on utilise ici pour le calcul. On enregistre. Et on lui dit bien qu'on ne veut pas lancer le calcul de suite. On peut fermer ici, puis copier-coller ce dossier-là pour mettre que maintenant, ce sera la 6BP. Je modifie comme tout à l'heure tous les titres dans le calcul, c'est le plus simple. Puis j'ouvre le dernier 6-bipyridine, le output, avec le calcul de fréquence. Et j'utilise dans Preview, après lui avoir dit No ici pour qu'il nous réaffiche les coordonnées atomiques, je copie-colle les coordonnées ici dans mon fichier input. On enregistre et on ferme. Comme tout à l'heure, je réouvre Gaussian, puis je fais Utilities, Edit Batch List.
et j'ajoute mes deux calculs single point un à un. Je peux lancer le calcul et tout de suite, il arrive à lire les données. Une fois que le calcul est fini, comme Goshen l'indique ici, Processing Complete, je peux fermer et regarder ici mes deux fichiers output. Je les ouvre tous les deux avec Notepad++. Une fois que j'ai ouvert les fichiers output, on peut lire à la toute fin du fichier la section HF égale qui donne l'énergie totale du système. On voit ici que la transVP est à moins 490.6471.065 R3, qui est l'unité donnée par Goshen, alors que la 6-bipiridine, elle, est à moins 490.62 par rapport à 64, et donc la transvipiridine est bien plus stable que la 6-bipiridine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Ciao!